Et d'abord de les remercier Tout à fait. d'être présents pour cette table ronde que nous avons intitulée « Les conséquences de la crise sanitaire sur les politiques publiques d'aménagement urbain », dans la continuité de ce qui a été discuté et présenté ce matin. Je remercie très sincèrement Elisabeth Toutu-Picard, qui est députée de la Haute-Garonne de la 7e circonscription, d'avoir accepté de participer à notre table ronde, ainsi que Anne Soeris, élue de la ville de Paris en charge de la santé en particulier, de Pierre-André Juvin, mais nous l'avons entendu depuis ce matin, qui est élu à la ville de Grenoble, de Christophe Sabot, du CEREMA Occitanie, qui représente aussi l'Adréal, puisque vous avez parlé, Christophe, au nom de François Lamal, directeur de l'Adréal et du CEREMA, que vous représentez, et Simon Davis, qui dépend de l'agence d'architecture de l'AIA, qui est dans le secteur architectural, mais aussi environnemental, et que je remercie d'être parmi nous. Est-ce qu'Elisabeth est par là, Elisabeth Toutu? Je ne vois pas. Non, elle n'est pas arrivée encore. Elle n'est pas encore arrivée parce que je voulais J'essaie lui de donner... la joindre. Oui. Peter, Joseph m'a dit qu'il l'avait joint en lui disant que ça commençait, donc je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Mais je vais écouter. Si vous le permettez, messieurs, je vais d'abord donner la parole à Anne Soeris. Je ne sais pas si elle m'entend. J'ai son visage à l'écran. Madame Soeris était à l'instant avec nous. Oui. Je lui ai demandé si elle pouvait réactiver son micro et sa vidéo. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci. Je vais faire parler les femmes en premier. Elles vont me faire mentir. Anne Soeris, vous êtes parmi nous? Non. Alors écoutez, tant pis, on va commencer autrement. Mais ça y est? Alors, Madame Soeris indique qu'elle a un problème de connexion. Après, un petit problème de connexion. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de la couverture informatique, c'est primordial pour que les nouveaux moyens de communication fonctionnent. Je vois qu'Elisabeth Toutu est arrivée parmi nous. Je vais lui donner la parole, puisque j'avais dit que je voulais donner en premier la parole aux femmes, et je vais poser la question par rapport à tout ce qui a été dit ce matin concernant les environnements de vie urbains favorables à la santé et tout ce qui a pu être présenté pour favoriser ces environnements de vie urbains favorables à la santé. Je voulais vous demander, Elisabeth, comment parvenir à accélérer le mouvement et toucher le plus possible de territoires. Oui, bonjour à toutes et tous. Et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. J'ai eu la possibilité au cours de la commission d'enquête sur les politiques publiques en santé environnementale, une commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, de vous auditionner pour avoir justement une idée de l'impact de l'urbanisme et l'architecture sur la qualité de vie des habitants et notamment sur leurs impacts sur la santé environnement. C'est un sujet sur lequel j'étais déjà branchée, si je peux dire, parce que dans une vie précédente, j'avais eu un mandat d'élu des territoires et j'avais pris conscience du lien inextricable qu'il y a entre la qualité d'un urbanisme intelligemment construit et réalisé au service des individus et la qualité de leur santé. Et c'est vrai que j'avais ressenti, je pense, ce que ressentent bon nombre d'élus de territoire, c'est-à-dire cette difficulté à savoir par quelle boule prendre. Et c'est vrai qu'à la fin de la commission d'enquête, j'ai été amenée à faire quelques propositions concrètes pour permettre justement ce rapprochement entre urbanisme, architecture dans les territoires et santé. Déjà, il existe un site
une espèce de boîte à outils des élus dont j'avais demandé la création en 2019 à l'attention justement des territoires, un site créé dans le cadre des travaux du GSE et le travail est réalisé par le ministère de la Transition écologique. Ce site s'appelle Transition écologique, boîte à outils des élus, où il y a déjà des formes de réponse à ces questions, comment on s'y prend pour mener une démarche en faveur de la transition écologique et plus précisément et plus particulièrement sur des démarches que souhaiteraient porter des collectivités territoriales sur la transition, la santé environnementale. Alors, il faut savoir aussi que dans les cadres des PRSE, des plans régionaux santé-environnement, qui sont les déclinaisons du PNSE national, il y a déjà des propositions qui sont faites en matière d'urbanisme, ou plutôt de qualité des bâtiments, notamment pour ce qui est du suivi de la qualité de l'air intérieur dans des locaux publics. Et moi, à l'issue de ma commission d'enquête, j'avais fait des propositions extrêmement concrètes. Comment toucher davantage les territoires? Et il me semble qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre. D'abord, il faudrait que l'on se mette d'accord sur cette notion de compétence santé environnementale, qui n'existe pas actuellement de façon officielle à l'échelle du territoire. Les collectivités territoriales se partagent une compétence santé. Les maires s'occupent même, ont une compétence officielle de salubrité publique, mais nulle part il est fait mention d'une compétence santé environnementale qui serait dévolue aux collectivités territoriales, conseils régionaux, EPCI et maires. Donc il me semble qu'il y a quelque chose là à préciser. Il faudrait qu'il y ait à minima au moins une compétence partagée obligatoire de santé environnementale entre régions, EPCI et représentants de l'État comme les ARS et les DREAL. Donc voilà déjà une partie de réponse que je pourrais vous faire. Je pense que et également, avec les PRSE, je reviens à eux, on peut développer des dialogues locaux sur la santé environnementale, notamment dans les contrats locaux de santé. Et puis, d'autres pistes que j'avais proposées, c'est que les ARS soient systématiquement consultés lors de l'élaboration des STRADET, des schémas en fait d'organisation territoriale. STRADET qui donc définissent des grandes, qui font de la planification en fait d'architecture, les PLUIH aussi. Ça serait bien que les ARS participent à l'élaboration, ou du moins que leur avis leur soit demandé pour pouvoir justement introduire cette notion de santé environnementale dans des documents d'urbanisme et d'architecture et pour pouvoir aider les territoires à les intégrer de façon concrète. Par ailleurs, il y a des supports de contractualisation qui existent déjà entre l'État et les collectivités territoriales, notamment les contrats plan État-région, et puis les contrats de transition écologique. Ce sont autant de supports qui permettraient aux collectivités territoriales et aux territoires au sens large du terme, de pouvoir être des acteurs effectifs de la santé environnementale au plus près du terrain. Et puis ensuite, moi j'avais demandé, et puis je vois que c'est une question que vous vous posez dans la gamme, dans votre structure là, de questionnement de votre table ronde, le quid du code de l'urbanisme. Mais moi j'ai proposé effectivement que la santé environnementale soit intégrée au code de l'urbanisme à travers les études d'impact sanitaires et environnementaux qui pourra enfin, pour mettre en place en fait une espèce de préalable obligatoire santé environnementale à tout projet d'aménagement voilà, des territoires. Voilà, je ne veux pas anticiper sur les autres questions que vous avez le projet, je pense, de nous poser, mais pour répondre, déjà donner une première salve de propositions. Donc,
elles ne manqueront, elles ne manquent pas, les solutions ne manquent pas. Voilà, il reste maintenant à les mettre en action. J'ai grand espoir que dans le cadre du PNSE 4, on va pouvoir arriver à mettre tout ça en action, puisque comme vous le savez, il est prévu de créer une espèce de comité ou de conseil des territoires que je vais certainement avoir l'honneur de présider, avec des représentants des associations, des collectivités territoriales, pour voir concrètement avec eux comment nous allons pouvoir nous organiser afin que les territoires puissent s'organiser et être des parties prenantes de la stratégie nationale publique en matière de santé environnementale. Alors, Catherine, il faut que tu réactives ton micro. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir planté ce décor des environnements de vie, de la santé-environnement. Je vais donner, et surtout un décor très global, très national. Je vais donner la parole, puisque je vais rester fidèle à ce que j'ai proposé tout à l'heure, que ce soit les femmes qui parlent en premier. Je vais donner la parole à Anne Sweris pour qu'elle nous dise, au niveau d'une commune, enfin, qui est plus qu'une commune, qui est presque un département de la ville de Paris, de quelle façon vous avez pu vous saisir effectivement de la santé-environnement et de quelle façon vous pouvez utiliser peut-être les contrats locaux de santé, mais pas que, comment le PNSE 4 peut vous aider, le PNSE 3 vous a aidé et de quelle façon vous pouvez l'appliquer sur le terrain. Merci d'abord de m'avoir invité et surtout d'organiser cette conférence, cette table ronde sur l'urbanisme et la crise sanitaire. Je pense que c'est un sujet qui mériterait d'avoir vraiment un plan en soi, parce que c'est souvent séparé. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas en charge de l'urbanisme, par exemple. Je suis en charge de la santé. Non, mais sauf que ça existe, je le dis parce que en fait, je sais que par exemple à Strasbourg, à la métropole de Strasbourg, il y a une vice-présidente qui est urbanisme et santé environnementale, et je pense que c'est l'avenir. Donc, je pense qu'en fait, ils ont un métro d'avance, j'allais dire, mais en tout cas, c'est très important dans les villes que l'urbanisme soit vraiment lié à la santé. Alors, nous, on a fait des choses, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas lié les deux délégations que nous n'avons rien fait. Mais en revanche, c'est vrai que ce serait intéressant de le voir de manière, j'allais dire, plus systémique dans la manière d'envisager les choses. Alors, évidemment, la question de la crise qui a eu lieu, elle a posé plusieurs questions. Elle a posé des questions en termes de prévention. Elle a posé des questions, je parle de la ville, hein, je ne parle pas globalement, mais elle a posé des questions en termes d'inégalité sociale et environnementale, parce que effectivement, tout le monde n'a pas été touché de la même manière. On voit à Paris à quel point, par exemple, les gens qui habitaient plus près du périphérique ont été plus touchés que les autres, pour des raisons aussi respiratoires, d'allergie, qui démultiplient les facteurs, on a vu les facteurs de risque d'attraper la maladie, enfin, d'être contaminé, et d'être contaminé, et aussi d'avoir des formes graves de la maladie surtout. Et puis on a vu aussi évidemment que c'était les mêmes endroits qui avaient les personnes les plus précaires, évidemment, parce que personne n'ayant envie d'habiter à côté du périphérique à Paris, c'est ceux qui sont un peu sommés d'y habiter qui habitent, donc les moins riches. Et c'est aussi ceux qui sont l'objet de la malbouffe, ceux qui donc peuvent être en surpoids, qui ont des problèmes aussi parce qu'ils vont manger plus de pesticides que d'autres, donc avec plus de maladies associées, chroniques associées. Donc, toutes ces questions-là, on les connaît, et puis aussi la prise en charge de la maladie, c'est-à-dire la question de l'accès aux soins, qui a été un problème partout en France, hein. On a bien vu que l'hôpital était débordé, faut quand même le dire. Bon, ça pose la question en soi, mais aussi du coup du parcours patient et de la manière dont on pourrait organiser la ville sur ce parcours-là dans une conjoncture épidémique.
Surtout, je ne vais pas tout vous dire parce que sinon, je garderai trop longtemps la parole, mais en tout cas, un certain nombre évidemment, on a essayé, en tout cas, d'avoir un certain nombre de pistes, d'employer un certain nombre de pistes. D'abord, la question de la logique de santé environnementale. On a, vous le savez, on a eu plusieurs axes de ce côté-là. D'abord, on a le projet de faire une ville santé qui prévient les épidémies, agit sur les déterminants de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme paradigme majeur et relativement nouveau en termes de santé publique, nous avons souhaité associer la santé environnementale non seulement à la délégation de santé publique qui est la mienne, mais également dans la direction de santé publique que nous sommes en train de créer, qui va s'appeler direction de la santé publique et environnementale, de manière à lier tous les bouts du sujet. Alors, c'est encore en construction, je ne peux pas vous faire de bilan de cette question-là, mais en tout cas, tel est l'objet. Normalement, elle devrait voir le jour entre octobre et décembre prochain, maximum début 2022. Et dans cet objectif-là, nous avons considéré plusieurs aspects, plusieurs dimensions. D'abord, qu'il y avait une question de démocratie sanitaire, que la santé environnementale, c'était aussi une question de santé, de démocratie sanitaire. Pourquoi? Parce que, pour plein de raisons, mais en tout cas aussi parce qu'on a vu une question de démocratie sanitaire, donc alliée à une décentralisation, une territorialisation de la santé et des décisions de santé et des prises en considération des déterminants de santé qui peuvent être différents dans différents territoires, y compris à l'intérieur d'une même ville, comme à Paris. Bon, Paris est une grande ville, mais on a des déterminants et des questions différentes qui se posent selon les endroits et qui peuvent avoir comme conséquence, et qui devraient avoir comme conséquence, différents types de mesures pour pouvoir réagir à la fois dans l'urgence, mais aussi pour pouvoir prévenir les questions. Je vais donner des exemples évidemment de ce que je suis en train de dire. On s'est aperçu dès le départ de l'épidémie qu'on avait des arrondissements qui étaient plus concernés que d'autres par les personnes hospitalisées. Le nombre de personnes hospitalisées, c'était le 13e arrondissement, le 18e arrondissement, le 19e et le 20e arrondissement. Alors, vous allez me dire, c'est sans surprise, c'est les lieux qui sont ceux des quartiers populaires, effectivement. C'est aussi ceux qui sont en bordure, je le répète, de la ville, ce pas les arrondissements centraux. Et puis aussi, ce sont des lieux qui, en termes d'urbanisme, sont les lieux où il y a plus de proximité, de densité et de nombre de personnes à l'intérieur d'un même appartement. Donc, cette question-là, évidemment, elle est aussi importante. Elle est liée en partie à, disons, une certaine forme de précarité, mais pas seulement. Et c'est même quand on dissocie la question de la précarité du nombre de personnes dans un appartement, on a quand même cette question-là qui se pose. Donc, ça veut dire aussi avoir des formes de prévention peut-être différentes que dans le 16e arrondissement, où évidemment la densité est moins forte, où le nombre de personnes par appartement est beaucoup moins important, où il peut y avoir d'ailleurs plusieurs salles de bain et donc plusieurs endroits pour pouvoir, si jamais il y en a un qui est contaminé, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des séparations plus importantes à ce moment-là. Donc on voit que peut-être il pourrait y avoir une certaine finesse de prévention quand il y a une épidémie qui arrive et du coup une adéquation avec ce qui se passe. Et quand il y a plus de risques d'avoir un nombre important de personnes contaminées, quand il y a aussi ce qu'on voit dans les quartiers populaires en question, c'est qu'il y avait plus de personnes qui étaient
coupé du réseau Internet, hein, la fracture numérique qui est quand même aussi importante et qui faisait que l'information passait moins bien, que les questions aussi de langue étaient parfois présentes, c'est-à-dire des personnes allophones ou qui ne comprenaient pas ou qui ne savaient pas forcément lire ou écrire la langue française et qui faisait que, pareil, là encore, l'information passait moins, ou alors simplement une relation à l'institution et aux soins qui était plus distancée, voire moins des gens qui pouvaient être pas couverts par la sécurité sociale ou avec une moins bonne couverture sociale. Pour toutes ces raisons-là, il est évident qu'on avait besoin de différents formats d'action, qu'on soit dans le 19e ou dans, prenons un autre arrondissement, le 7e arrondissement, qu'on avait, ce qu'on a mis en place d'ailleurs, par exemple, des équipes d'aller vers, d'abord des équipes qui sont venues dans les quartiers populaires pour faire des tests au bas des immeubles, sans rendez-vous par Internet, qui fonctionnaient par le bouche à oreille ou par les médecins traitants. Et aussi, je fais une parenthèse, mais aussi moins de médecins traitants par personne dans ces endroits-là. Plus de désertification médicale et moins de suivi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pris de médecin traitant simplement parce qu'ils ne se font pas suivre, pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que c'est moins évident, c'est moins culturellement ancré dans leur manière d'agir par rapport à leur propre histoire. Donc, en fait, on a toutes ces situations-là qui sont assez différentes. Je vais pas toutes les traiter. Du coup, d'un point de vue d'urgence, nous avons mis effectivement des équipes en place d'aller vers d'abord sur les questions de tests et puis aussi après sur la question des vaccins. Parce que là aussi, sur la question des vaccins, on s'est retrouvé dans une situation de fractures sociales importantes, et là, qui existe toujours, et qui donc induit une différenciation d'action. Alors, vous me direz, on n'est pas dans l'urbanisme dans cette question-là, mais quand même, oui, parce que l'action sanitaire d'urgence, elle se fait différemment selon l'urbanisme présent, selon la population le type de logement qu'il y a et aussi selon du coup les questions environnementales de biodiversité, de pollution de l'air et donc de surcontamination potentielle. Donc, ça, c'est pour les questions d'urgence qui sont absolument importantes et sur lesquelles on en a tiré un certain nombre de conséquences, notamment celle de faire une direction dédiée à la santé publique et environnementale, donc le soin et aussi la prévention. Et dans la question de la prévention, je vais basculer sur la santé environnementale. Bien sûr, beaucoup de sujets là ont eu lieu et là, ça touche directement l'urbanisme. C'est tout. Pardon ? Donc ça touche à un certain nombre d'axes. D'une part, des axes qu'on avait commencé à mettre en place, c'est-à-dire tout ce qui était sur les grands projets urbains, par exemple, de faire ce qu'on appelle des EIS, c'est-à-dire des évaluations d'impact en santé quand un nouveau projet se monte. Madame Cerise, excusez-moi, mais vous débordez sur la question suivante et j'aimerais que les autres intervenants puissent parler. Je vous redonnerai la parole un petit peu plus tard. Très bien, pas de problème. Je m'arrête alors si vous voulez. Non, mais vous avez largement présenté et débordé, donc je voudrais que Pierre-André Juvin, si cela est possible, puisse continuer dans la première question. Comment parvenir à accélérer le mouvement et toucher le plus de territoires et surtout, comment convaincre et réussir à faire de la santé et de l'environnement de véritables critères de décision, par exemple au sein d'un conseil municipal. Mais pas que, parce qu'Elisabeth Outu a le problème de le faire parvenir, elle, comme critère de décision au sein de l'Assemblée nationale. Je vous donne la parole, Pierre-André. Merci beaucoup, et moi aussi de renouveler mes remerciements pour cette invitation.
Bon, Anne Souiris a dit beaucoup de choses, donc je vais pas forcément tout reprendre. C'est des constats qui sont partagés évidemment. Ce qui est sûr, c'est que, puisque c'était l'intitulé de la table ronde, effectivement, les effets de la pandémie sur les liens entre fabrique de la ville et santé. Il y a un certain nombre d'effets visibles qui ont été observés dans de très nombreuses villes de France. Ça a été le cas à Grenoble avec ce qu'on a appelé, nous, les tempos vélos, ces pistes temporaires. À Paris, je crois que c'est les Corona pistes, le nom qui a été donné à ces pistes temporaires qui s'inscrivent dans des logiques par ailleurs, qui sont des logiques assez intéressantes, pas totalement nouvelles, mais qui retrouvent beaucoup d'actualité, qui sont celles de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Et à Grenoble, il y a un conseiller délégué à l'urbanisme tactique, Yann Mongaburu, qui par ailleurs est un spécialiste des enjeux de mobilité. Et l'urbanisme tactique, c'est précisément ça aussi, c'est dans des contextes très singuliers et dans des temps très troublés comme celui de la pandémie, de prendre appui aussi sur ces moments-là pour transformer les choses, et y compris l'espace urbain et l'espace public. Et donc, ces pistes temporaires de vélo, qui étaient censées être temporaires, elles ont aussi, dans de nombreuses villes, acquis une forme de légitimité progressivement, et elles se sont inscrites dans la durée, et beaucoup de villes les ont converties en pistes durables. Donc, il y a eu des effets très matériels de cette pandémie sur l'espace urbain. Et on sait que les mobilités douces sont évidemment des enjeux majeurs en matière de santé. Donc là, on a un cas de figure assez emblématique. On a vu aussi durant cette pandémie des attendus et des exigences sur lesquelles il sera difficile, je pense, de revenir pour les élus locaux dans les années et les décennies qui viennent, et heureusement, des attendus d'habitants en matière d'accès à la nature, en matière d'accès de proximité à des espaces verts, dès le moment où notre vie a été limitée quand même. Enfin, on parle quand même de choses extrêmement physiques. Notre vie a été limitée à des rayons déterminés et variables, à un moment 1 km, 10 km, 20 km. Tout ce qui se présente dans ces différents cercles et dans ces différents niveaux concentriques, de fait, devient de plus en plus important. Et l'accès aux espaces verts, notamment, et aux parcs, s'est révélé être un attendu et une exigence très forte de la part des habitants. L'autre effet de la pandémie en matière d'infrastructures urbaines et même de micro-infrastructures, y compris dans les immeubles, dans les copropriétés, on en parlait ce matin, c'est la nécessité d'avoir des lieux de vie communs, des lieux où on se retrouve quand on n'a plus accès à l'espace public, ou quand cet accès-là est entravé par une pandémie. Eh bien, pour beaucoup de gens, le lieu d'échange, de retrouvailles, de jeux pour les enfants, c'était l'arrière-cour d'immeuble, en se tenant à distance, en respectant des gestes de protection sanitaire, mais malgré tout, en étant en mesure de voir d'autres personnes que sa seule famille, ses seuls proches, ou voir d'autres personnes tout court pour les personnes vivant seules. Donc ça aussi, ça a quand même, il y a un effet cliqué très fort là-dessus. Je pense que c'est nous, tous les projets qu'on voit en matière d'urbanisme qui sont présentés par les promoteurs, maintenant intègrent quand même ça, et les promoteurs le font spontanément. Ils intègrent des espaces de lieux communs. Il y a un autre enjeu majeur, on l'a évoqué rapidement ce matin aussi, mais qui est celui de la qualité de l'air intérieur, et là qui nous parle d'absolument tout ce qui s'est présenté dans cette pandémie, puisqu'on était sur des enjeux effectivement de maladies respiratoires. On sait que les formes graves de la maladie étaient renforcées par des problèmes préalables. Et sur la qualité de l'air intérieur, à la ville de Grenoble, ça serait intéressant d'avoir une étude comparative avec d'autres collectivités, mais à la ville de Grenoble, le service alors qui s'appelait hygiène, santé, environnement, hygiène, salubrité avant, et qui est devenu santé environnementale depuis peu, a vu le nombre de recours et de demandes d'habitants accroître sensiblement du fait du confinement. Les gens étant plus chez eux, la qualité de l'air intérieur devenait un enjeu autrement plus important. Et donc, c'est pareil, ça, c'est des effets cliqués qui font que ça accélère ces préoccupations-là. L'autre, évidemment, enjeu, et nous, à Grenoble, on l'a eu de façon très forte, parce que
il s'est passé tellement de choses depuis 1 an et demi qu'on a tendance à oublier la multitude de situations dans laquelle on s'est retrouvé, mais à l'été 2020, il y a quand même une crainte énorme qui est que le confinement, enfin à l'approche de l'été, qui était que le confinement ne se double d'une période de canicule et que donc non seulement les gens n'aient pas accès aux espaces verts ou à la nature, n'aient pas accès à des espaces publics comme les piscines, mais que par ailleurs en plus, on ait une période de canicule forte. Et donc, de fait, là aussi, les enjeux d'habitat et de qualité d'habitat, de confort d'été, de confort d'hiver à Grenoble aussi, mais les grandes difficultés portent plus sur le confort d'été, sont venus aussi, là, pour le coup, non pas tant faire émerger des problèmes, parce qu'en fait, c'est un ensemble de problèmes que tout le monde avait bien à l'esprit, mais en renforcer l'importance et la nécessité d'être pris en charge. Sur votre deuxième question, et je serai très bref sur ce qu'il convient de mettre en œuvre pour convaincre du lien entre santé et urbanisme, on en parlait là aussi ce matin, moi je préfère dire fabrique de la ville parce que ça implique aussi l'élu au logement, ça implique aussi l'élu aux espaces publics. On a un adjoint dont la délégation est intitulée Espaces publics, nature en ville et fraîcheur. Donc c'est difficile quand on parle d'urbanisme et de santé de ne pas intégrer toutes ces dimensions-là. Et à titre d'exemple, ce n'est pas l'adjoint à la santé qui pilote le dossier canicule, c'est l'adjoint à la nature en ville et à la fraîcheur qui le pilote. Alors, on le pilote évidemment tous les deux, mais c'est lui qui a en charge ce dossier. Donc, il y a aussi des croisements comme ça et des interventions qui sont intéressantes. Sur les leviers à activer pour convaincre les gens de ce lien entre fabrique de la ville et santé, il y a un premier point qui est que Monsieur Juvin, oui. Ça sera la suite de la conversation. Pardon, je croyais que c'était votre question, on n'en dit pas plus alors. Je voudrais donner la parole à Christophe Sabot, parce que vous avez abordé une question qui est importante et qu'il me semble aussi important d'aborder dans cette table ronde, c'est comment alléger et simplifier les réglementations pour faciliter la mise en œuvre du volet santé. Christophe Sabot travaille au sein du CEREMA, mais en lien direct avec l'ADREAL, qui sont quand même des interlocuteurs privilégiés par rapport à la mise, à la réalité après de la réglementation dans la façon dont elle s'applique et dans les travaux qui peuvent être menés. Je vous donne la parole, Christophe. Attendez, on ne vous entend pas. Christophe, on ne vous entend pas. Votre micro, je ne sais pas, il n'est pas... peut-être. Est-ce que c'est bon là? Voilà. Est-ce que c'est meilleur là? Oui. Oui, c'est parfait. Très bien. Bon, comme les intervenants précédents, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde et plus généralement à cette journée que la société a organisée. Donc alors, apporter des éléments de réponse à votre question, parce que je ne vais pas pouvoir forcément développer l'intégralité de cette approche. J'aurais tendance à dire que, certes, les dispositifs réglementaires, législatifs qui existent aujourd'hui peuvent évidemment être améliorés pour prendre en compte de manière plus évidente la santé environnement, puisqu'aujourd'hui elle est totalement absente notamment par rapport à l'aspect planification. Il n'y a pas une ligne sur l'aspect santé environnement en tant que tel. Pour autant, et ça me permet de faire le lien justement avec le travail que l'on a mené aux côtés de l'ADREAL et de l'ARS. Quand on regarde ce qui existe en termes de dispositions réglementaires sur pas mal de sujets. Quand je dis sujet, je pourrais dire thème, je pourrais dire déterminant de santé, puisque pour nous, c'est plutôt une thématique générale, puisqu'on va traiter de l'alimentation, on a évoqué ce matin les îlots de chaleur, on va également traiter de la mobilité active, mobilité douce, du bruit, de l'habitat, de l'aspect espace public qui agrège quand même un petit peu pas
pas mal de thématiques qui ont aussi été développées ce matin, de la sécurité, voilà, la façon de se déplacer, de vivre un quartier en étant sûr, et de la qualité de l'air. Donc, on a on a une dizaine de thématiques qui, quand on regarde la réglementation, permettent de répondre peu ou prou à une problématique de santé environnement au regard de ces thématiques. Donc, c'est ce qu'on s'est employé à faire dans le cadre d'un travail de sensibilisation qui est issu du PRSE 3 en Occitanie, qui a donc qui a vocation à réaliser une boîte à outils pour équiper les élus comme les techniciens des collectivités pour appréhender la question de la santé environnement dans leurs projets d'aménagement, dans leurs réflexions d'aménagement, alors au sens projet d'aménagement, mais aussi peut-être au sens plus large de projets d'urbanisme tels qu'on peut les trouver dans les documents de planification. Donc, on a travaillé depuis 3 ans déjà à cette valise qui comporte maintenant pas mal d'outils. Et en ce sens, elle complète la boîte à outils dont Madame Toutu-Picard parlait tout à l'heure, parce que voilà, on est aussi sur un kit qui se veut vraiment très concret et qui développe donc des fiches. C'est un des principaux supports sur les 10 thématiques que j'ai citées, qui justement traitent comment dire, des leviers d'action qu'il sont possibles d'activer pour prendre en compte dans un projet d'aménagement cette thématique au regard du sujet de la santé environnement. Et on voit que autant dans les SCOT que dans les PLU, PLUI, pour tout ce qui est volet planification, il y a aujourd'hui des dispositions qu'on peut appliquer, qu'on peut rendre totalement cohérentes avec une réponse à apporter en matière de santé environnement. Ensuite, quand on aborde la question plus d'urbanisme opérationnel, là aussi, on va retrouver un certain nombre de dispositions voilà, qu'on a identifiées comme des leviers qui permettent aussi de se dire que la santé environnement n'est, on va dire, elle est prise en compte, mais pas frontalement, pas directement. Voilà, il faut aller chercher, il faut creuser un petit peu les textes pour se rendre compte qu'il y a des dispositifs qui peuvent effectivement répondre à ça. C'est finalement notre travail, il vient mettre en avant ce que déjà un certain nombre de collectivités ont fait sans forcément s'en rendre compte parce qu'elles le faisaient sous un angle plutôt de mobilité ou plutôt de qualité architecturale des bâtiments ou plutôt d'implantation de ces bâtiments. Mais quand on inverse le regard, on peut se rendre compte, ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais que quand même un certain nombre de ces dispositifs permettent de pouvoir répondre à certaines problématiques de santé environnement. Et donc, c'est d'aller vers ces collectivités, de leur dire, enfin déjà qu'elles puissent, et ça fait aussi partie de nos outils, témoigner auprès des autres qu'elles font déjà des choses, mais que pour ces collectivités-là qui font déjà, de leur dire, bah, vous pouvez faire plus parce qu'on va on va vous équiper, on va vous doter d'autres leviers, d'autres moyens pour faire, parce qu'on considère, et c'est souvent le cas, que ce sont des communes qui sont bien dans enfin, je veux dire, dans la bonne direction, j'allais dire dans le bon état d'esprit, mais bon, c'est voilà, qui vont dans le bon sens sur la prise en compte de la santé environnement, et qu'elles puissent aussi accompagner ou témoigner auprès d'autres collectivités que oui, c'est possible simplement en utilisant déjà l'arsenal qui existe pour s'embarquer sur cette prise en compte de la santé environnement. Ce à quoi j'ajouterais, parce que bon, je pourrais, mais peut-être j'en parlerai un petit peu après, d'autres outils de notre boîte à outils. Il y a également un site qui existe, Territoire engagé, mon environnement, ma santé. Donc territoire-environnement-santé.fr, qui est un site, une plateforme sur laquelle l'ensemble des collectivités ont déjà versé ou peuvent verser des expériences, des bonnes pratiques de prise en compte de la santé environnement sur leur territoire. Et c'est un site en fait qui a été conçu
par le CEREMA, mais en prévision du PNSE 4, du Plan national santé-environnement, comme vraiment un support, un recueil de bonnes expériences, de bonnes pratiques, pour montrer là aussi que dans l'état actuel de la réglementation, les collectivités font des choses totalement très intéressantes en matière de santé-environnement. Et c'est vraiment l'illustration par l'exemple et par le partage et, qui est de ce point de vue très intéressant. Merci beaucoup, Christophe. Et vous venez de me donner le relais tout trouvé pour donner la parole à Simon, parce qu'effectivement, vous êtes plus dans l'opérationnalité de la réalisation de ce que peut être la santé-environnement sur le terrain. Et je vous donne la parole parce que la réglementation, vous y êtes confronté au quotidien, et comment vous trouvez les moyens de l'appliquer et de faire vivre les idées de santé-environnement à travers les projets que vous développez. Merci beaucoup pour cette question, hein. J'en profite pour voilà, vous remercier de m'avoir convié à cet événement passionnant. On voit vraiment une grande hauteur de vue sur le sujet des liens entre cadre de vie et santé. La question de la réglementation, elle est effectivement assez centrale, la réglementation actuelle comme son évolution. Mais sur ces questions d'urbanisme favorable à la santé, on n'est pas encore dans ce levier réglementaire. On est plutôt dans quelque chose d'assez fondamental, qui est de remettre en question un peu le processus du projet urbain pour intégrer ces enjeux de santé élargis, hein, l'ensemble des déterminants de santé, au plus tôt. Et en fait, on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'urbanisme favorable à la santé, il n'a pas attendu la crise sanitaire de 2020 pour se développer. On voit que la crise, ça constitue potentiellement une opportunité d'accélération de ces pratiques, mais voilà, attention à l'effet de mode. Je vois qu'effectivement, il y a un nombre de boîtes à outils qui existent assez importantes, là, avec les précédentes interventions. Je voudrais citer quand même un guide, hein, qui est très utilisé dans le domaine de l'urbanisme sur cette question, qui est le guide Isadora, hein, qui a été développé par l'École des hautes études de santé publique de Rennes et effectivement avec le concours de l'ADEME, FNO, etc. Et qui donne des clés de lecture qui sont très opérationnelles, avec des vrais leviers d'action sur le projet. Donc autant voilà, repartir aussi de ces recherches-là, c'est important. On voit que ce sujet de la santé dans les projets urbains reprend une place centrale avec la crise sanitaire. Il faut toutefois avoir une forme de regard distancié et s'appuyer sur des retours d'expérience qui sont déjà nombreux en la matière. Nous, c'est vrai qu'on a travaillé déjà à différentes échelles, hein, vraiment sur des projets de ville, de quartier, de bâtiments, d'équipements. Et on voit qu'on peut décliner cette question à toutes les échelles et avec une méthodologie qui se veut la plus rigoureuse possible. Si on se pose la question d'accélérer les pratiques, il faut se poser la question effectivement de savoir quels sont les freins aujourd'hui au déploiement massif de la question de la santé dans les projets d'aménagement. Donc la question de l'acculturation des acteurs, elle est indispensable, et même plus que l'acculturation, c'est la question de l'appropriation en fait des élus, des aménageurs, des urbanistes sur cette question. Lorsque l'on est arrivé au départ, là, dans les années vers 2015, sur ces questions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour traiter la question de la santé dans les projets d'aménagement, on s'attendait vraiment à voir arriver, les intervenants s'attendaient à voir arriver sur le projet des sortes de médecins, quoi, avec effectivement le masque, la blouse, etc. Et il a fallu déjà les convaincre que la santé, justement, elle ne s'arrêtait pas à l'absence de pathologie, et elle ne s'arrêtait pas non plus à la santé environnementale. C'est-à-dire qu'elle prend aussi les enjeux en matière d'inégalité sociale, de vivre ensemble et de commun, que la crise sanitaire a d'ailleurs participé à révéler de manière ultra prégnante.
Les freins qu'on rencontre, c'est souvent celui de je ne sais pas quoi. C'est pas mon domaine d'expertise et quelque part laissons faire les spécialistes sur ce sujet. Alors je pense qu'un moyen de contourner ce frein, c'est vraiment d'affirmer haut et fort que la santé aujourd'hui, elle concerne tout le monde. Quand on sait que 70% des déterminants de santé, les facteurs qui influencent la santé des individus, c'est lié effectivement au mode de vie, aux facteurs socio-économiques ou aux facteurs de l'environnement, on voit que chacun peut agir là-dedans. Le deuxième frein, sans doute, au déploiement de ces démarches, c'est la question des moyens. Et bien sûr, la question des moyens financiers, des moyens d'études, elle est assez fondamentale pour déployer ces démarches. Toutefois, voilà, le partage en open source des bonnes pratiques existantes constitue déjà un levier qui est déjà là et qui peut servir d'exemple. Ensuite, il y a un frein aussi qui est de l'ordre opérationnel, qui est le « je n'ai pas le temps », quoi. Une inquiétude plutôt liée à la compatibilité de la démarche avec le planning de l'opération et des réserves un peu sur la lourdeur d'intégrer ces démarches, de la durée de la phase de diagnostic notamment dans le projet. Et là, les expériences montrent qu'il y a quand même une certaine forme d'agilité et c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs d'ailleurs militent pour que l'urbanisme favorable à la santé ne devienne pas normatif, enfin, même s'il y a peut-être un socle normatif à construire, effectivement, en tout cas qu'on se garde une liberté forte là-dessus, parce que justement, ce qui fait l'intérêt de la démarche, c'est que chaque territoire est différent et que donc on va pousser 1, 2, 3 déterminants de santé sur un projet, donc sans appliquer de recettes, quoi, justement. Ça, c'est important, je pense, de le préserver. Il n'en reste pas moins que pour convaincre, l'approche, elle doit quand même apporter des réponses sur l'objectivation des bénéfices attendus sur les populations, la santé mentale, physique, sociale. Et donc, effectivement, elle doit avoir un socle méthodologique et scientifique très robuste. Or, aujourd'hui, et c'est vraiment comme ça qu'on inscrit notre intervention dans les projets, il y a 3 évolutions majeures qui permettent d'intégrer beaucoup plus finement, finalement, les ambitions de santé dans la pratique du projet urbain. La première évolution, c'est l'accélération de la recherche sur ces questions. On a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui. C'est que les études qui visent à identifier les facteurs urbains d'influence sur la santé sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus documentées, de plus en plus fines. Donc ça, c'est un outil précieux à condition de pouvoir les cartographier. Deuxième évolution majeure, c'est que maintenant, on a une visibilité de la donnée, une granulométrie de la donnée de santé qui est beaucoup plus fine à l'aide du numérique. Donc, on peut avoir des données sociosanitaires de population, parfois avec le concours de l'ARS, et des données environnementales avec un pas spatial très fin. Et ça nous permet beaucoup mieux de caractériser quels sont les enjeux, les singularités d'un territoire là-dessus. Et on voit que ça varie très fortement d'un territoire à l'autre, les données sociosanitaires notamment. Troisième levier important qu'on actionne là sur les projets, c'est la question de l'outil de modélisation numérique. Qui nous permet, et ça c'est vrai que c'est important de le considérer, d'avoir une approche assez prédictive, pas seulement sur les niveaux de polluants, mais aussi sur un certain nombre d'indicateurs de bien-être qui avant, on va dire, étaient plutôt liés à de l'intuition architecturale, de l'intuition urbaine. Maintenant, on arrive à les objectiver grâce aux outils numériques, et ça dessine une forme de l'architecture d'invisible de la ville qui est très inspirante pour les projets urbains et dont je pense les urbanistes doivent s'approprier à fond. Donc, bien sûr, toutes ces évolutions, c'est une opportunité énorme pour nourrir la pratique du projet urbain. Toutefois, et ça a été dit plusieurs fois lors de cette conférence, il faut les interroger avec discernement. L'idée, c'est pas d'avoir une forme d'hygiénisme bis, un hygiénisme 3.0, mais c'est plutôt de faire converger un peu toute cette métrique, tout cet aspect scientifique, avec aussi une dimension sensible. Voilà, faire converger la métrique et le récit, quoi, quelque part dans le projet, c'est vraiment important. Et pour cela, pour moi, voilà, une clé de réussite forte, c'est la transdisciplinarité dans les équipes de conception, d'échange entre les échelles, faire en sorte que l'urbanisme favorable à la santé il percole tout au long des différentes étapes du projet. Et il faut aller chercher, selon les singularités, l'idée, c'est pas d'être une armée de Mexicains non plus, des experts sur certains sujets avec des forts enjeux, et effectivement que ce soit des experts en neurosciences pour mieux analyser les perceptions de la population dans un environnement urbain, que ce soit des acteurs de l'écosystème alimentaire sain, dont on a parlé un peu, que ce soit de l'ingénierie spécialisée en agents pathogènes, que ce soit ça, et pourquoi pas aussi faire revenir un petit peu les médecins et certaines spécialités médicales dans la vision de la ville et dans ce qu'elle peut apporter. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible dans le projet. Et notamment, c'est vrai que voilà, il y a des sujets un peu singuliers de l'urbanisme favorable à la santé. L'un de ces sujets, c'est notamment la question des populations vulnérables, qui permet d'interroger finalement l'ensemble
des enjeux de développement durable ou de transition écologique avec ce prisme aussi d'une forme d'équité des populations. Et donc, on interroge à la fois le corps en mouvement dans la ville, l'exposition aux polluants, mais aussi les aménités du végétal sous cet angle aussi très inclusif et très équitable que se doit d'avoir l'urbanisme favorable à la santé. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé un peu le temps. Non, non, il y a une régulation du temps, mais pas. On n'est quand même pas dans une gare faisant partir les trains. Je voulais juste dire, oui. Non, du coup, il y a peut-être une petite série de questions qu'on pourra peut-être, enfin, que je vais essayer de synthétiser, éventuellement faire préciser par ceux qui les ont posées, mais je te laisse. Justement, Anne, j'allais dire qu'il y avait le problème de sémantique parce que le mot santé n'a vraiment pas la même résonance pour tous. Le mot environnement n'a pas la même résonance pour tous. C'était ce matin ce que je disais en ouverture et on le retrouve dans la table ronde. Et j'allais te passer la parole pour que justement tu poses les questions que tu as pu recueillir à travers le chat. Et je te donne la parole, Anne. Merci Catherine. Alors, je vais essayer de synthétiser au mieux. Alors, déjà, des questions peut-être plus techniques, du coup, de demander où est-ce qu'on peut trouver les sites, enfin, les boîtes à outils diverses qui ont été évoquées ce matin. Donc, je ne sais pas, Mathieu, s'il y a possibilité qu'on synthétise un peu tous les sites Internet et qu'on transmette à tous les participants les liens vers les différents outils, notamment les boîtes à outils exprimées par les intervenants de notre table ronde. Alors, je me permets de répondre tout de suite. Si c'est possible que les intervenants m'envoient les liens, on a une page spécifique sur notre site internet de la SFSE qui s'appelle Outils Web, qui nous permet de créer un article par outil et qui permet donc après de renvoyer tout le monde vers cette page-là pour retrouver ces outils, mais aussi d'autres outils. D'accord. Et j'en profite aussi pour préciser que le guide Isadora, qu'on a présenté un petit peu ce matin et qui a été repris cet après-midi, est aussi disponible totalement gratuit en ligne sur les sites internet qu'on trouve facilement. Il y a, parmi les questions, finalement, il y a des demandes de clarification par rapport notamment au concept de santé environnementale, puisqu'on l'exprime comme si c'était quelque chose de bien défini et bien stabilisé. Or, finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Et une des questions qui était posée par Yorgos, c'est par rapport à l'expérience parisienne. Donc, si une direction de santé publique et environnementale est créée à Paris, qu'est-ce qui justifie l'accolement à l'environnement et potentiellement pas d'un autre service ou d'un autre terme? J'espère que je le dis bien. Et comment dirais-je, quelque chose par rapport aussi aux notions de santé, environnement et développement durable. C'est vrai qu'elles sont souvent distinguées, donc c'est une question qui est posée par Dominique Maison. Donc, développement durable et santé, environnement sont souvent distingués pour les administrations, depuis l'État jusqu'aux collectivités. Une harmonisation est-elle vue comme un axe de synergie possible pour les moyens, les programmes, les effets? Voilà donc les deux questions un peu plus liées à la sémantique. Et la troisième question, enfin, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'était plutôt on n'a pas du tout parlé, on a assez peu évoqué la relation entre genre et santé environnementale en contexte urbain. Donc, je ne sais pas si certains des intervenants ont aussi des choses à dire. Voilà pour les questions, Catherine, que j'ai notées dans le chat. Voilà, à ce stade. Alors, je reprends la parole. Et la sémantique étant prioritaire pour comprendre et pour se comprendre et pour parler ensemble, je vais demander à chacun des intervenants, ce n'était pas dans les questions que nous avions préparées, mais je suis sûre que vous avez tous une réponse. Vous allez faire appel à votre carte mentale de la santé et de l'environnement et en quelques mots, vous allez donner chacun votre définition de la santé-environnement, ce qui va nous permettre peut-être à la fin d'avoir une définition globale. Peut-être Elisabeth, tout de suite, oui. Vous pouvez commencer. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, moi, quand je parle de santé environnementale, je me réfère à la définition officielle de l'OMS, qui date, je crois, des années 90, 94, il me semble, et qui précise,
pour autant qu'on puisse préciser vraiment une problématique aussi systémique que la santé et environnement, health environment, différente en fait quand on fait la traduction française de santé environnementale, mais on dit santé environnementale parce que c'est un peu plus phonique, mais en fait quand on traduit directement de l'anglais ou de l'américain en français, ça fait santé environnement. C'est l'ensemble en fait de toutes les interactions entre les impacts entre la santé humaine et les dégradations et toutes les formes d'environnement, pas simplement l'environnement naturel de type végétal ou faune, mais également l'environnement au travail, l'environnement dans son domicile, l'environnement extérieur. Et dans la définition de l'OMS, on rajoute même les facteurs physiques, chimiques et même psychosociologiques et esthétiques, d'où la question urbanistique et architecturale qui peut être introduite dans cette dimension. Et de fait, la santé-environnement, bien, ce sont toutes les réflexions et toutes les actions qui sont portées dans le cadre de cette définition assez large. Et je rajouterai un cadre encore plus large, je suppose que vous avez dû en parler, qui est celui de cette approche désormais consacrée de One Health, une seule santé, une seule planète, qui élargit en fait la problématique, non seulement aux environs dits naturels, mais également au monde animal, aux écosystèmes et même au monde des microbes et des virus. L'attaque de la Covid, justement, nous a fait considérer autrement, ou plutôt a souligné ce que nous savions déjà, puisqu'on sait que 70% des maladies émergentes nous viennent du monde animal, mais qu'il y avait des interactions et des liens extrêmement étroits entre la santé des hommes, la santé des animaux, la santé des écosystèmes et tout ce qui vit sur cette planète, en fait, des interactions qu'on avait peut-être trop rapidement oubliées, et oubliant que nous sommes dépendants aussi de la santé de tout le vivant qui nous entoure. Voilà, j'étais peut-être un peu longue, mais il fallait dire. Alors, je vais donner la parole à Anne-Solis. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots votre carte mentale de santé et d'environnement et santé-environnement? Alors, comme Madame Picard a dit pratiquement tout, je ne vais pas répéter. En revanche, je vais rajouter juste deux petites choses. D'une part, c'est de dire que la santé environnementale, c'est ce qui n'est pas, c'est dans la santé publique, ce qui n'est pas d'ordre génétique. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de dire que ça introduit la question de la santé globale et pas seulement du soin. Et donc, de tout ce qui est aussi prévention et bonne santé. Voilà. En plus de tout ce que vous avez dit là, je rajouterai ces deux points-là. Voilà. Merci. C'est très important. Très, très important. On sait maintenant que la bonne santé ne dépend pas simplement du terrain familial dont on a hérité ou de la qualité de l'hygiène de vie, mais également et peut-être principalement de l'environnement. Je vais donner la parole à Pierre-André Juvin pour qu'il nous donne lui aussi rapidement sa carte mentale de la santé-environnement. Oui, très rapidement, parce qu'effectivement, là aussi, beaucoup de choses ont été dites et le jeu de la définition et du cadrage sémantique est toujours quelque chose de périlleux parce que, de fait, la santé-environnement, ça peut être beaucoup de choses en fonction de d'où on se place et de quel type d'acteur on est aussi, si on est chercheur ou chercheuse, si on est élu, si on est militant. Enfin, il y a plein de positions différentes qui font qu'en fonction de là où on est, le sens va varier. C'est un champ disciplinaire, c'est une politique publique, c'est une façon de concevoir les enjeux de santé. Enfin, voilà, il y a différentes façons de saisir ça. Ce qui est intéressant, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, le lien entre santé et environnement et urbanisme est loin d'être nouveau. Et quand on sort les cimetières des villes ou quand on met en place des égouts, on fait de la santé-environnement. Sauf qu'évidemment, ils n'avaient pas labellisé ça comme ça. Et donc,
S'il fallait dire ce qu'est la santé-environnement, d'abord, je pense qu'il ne faut pas nécessairement le faire parce que, effectivement, lui conserver un peu de souplesse, c'est une bonne chose, mais c'est une légitimation et une institutionnalisation, d'une certaine façon, d'une perspective et d'une exigence qui ne peut plus être négligée. Et c'est très important, je pense, pour nous toutes et tous, c'est que le fait d'avoir ce champ-là permet aussi de légitimer ces approches et de les rendre de moins en moins évitables pour énormément d'acteurs, parce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose de très consensuel dans tout ce qu'on se raconte depuis plusieurs dizaines de minutes et depuis même ce matin. Il y a quand même des forces contraires qui existent. Et ces forces contraires, elles sont pas maléfiques, hein, mais elles n'ont pas intérêt à ce que tout ce qui est porté et promu depuis ce matin aille aussi loin. Et la catégorie santé-environnement permet de légitimer et d'une certaine façon de rendre cette préoccupation hégémonique. Et moi, ça, c'est un des points importants que je vois dans ce terme. Oui, tout à fait. C'est devenu un outil politique. Tout à fait. Je donne la parole à Christophe pour qu'il nous donne sa carte mentale de la santé-environnement. Alors, merci pour la question. Donc, moi, effectivement, c'est compliqué à ce stade d'ajouter encore de nouvelles choses par rapport à ce qui a été dit par les précédents intervenants. Pour autant, voilà, moi, j'indiquerai juste que pour moi, c'est le lien qu'on peut avoir entre, d'une part, la qualité d'un environnement et les effets sur la santé. Alors, dit comme ça paraît un petit peu comment enfoncer la porte ouverte. Pour autant, voilà, c'est quand même vraiment prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, on a les outils qui permettent ça, qui permettent de connaître, de comprendre, d'analyser, de cartographier cet environnement et aussi d'appréhender de manière plus fine les effets sur la santé. Donc, c'est ce croisement entre cette qualité environnementale et les effets sur la santé voilà, qu'on évalue aujourd'hui quand on parle d'un nombre de décès par rapport à la qualité de l'air, quand on parle de coûts par rapport au bruit ou des accidents cardiovasculaires qui peuvent être liés au bruit, par exemple. Donc, toutes ces, pas dire nouvelles pathologies, mais en tout cas ces pathologies qui viennent, qui sont clairement dues à l'environnement. Et j'ajouterais que cette définition, elle n'est pas simple pour autant, et que c'est toujours compliqué. Et pour le coup, c'est compliqué de la faire valoir en quelques mots, puisque nous, dans notre démarche de présentation et de sensibilisation à la santé-environnement, on a un diaporama qui est à destination des élus comme des techniciens, et tant de l'aménagement que de la santé, et on consacre 20 diapos à la définition de la santé-environnement. Donc voilà, c'est dire qu'effectivement ce sujet, il est subtil et qu'on peut effectivement le décliner plus finement que quelques mots que j'ai pu ajouter ici. En fait, j'avais envie de compléter, excusez-moi, mais en fait, on est en plein dans ce que Edgar Morin appelle les systèmes complexes. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le vivant, c'est la manière dont fonctionne le vivant sur cette planète, et forcément, les interactions, quand on dit santé, on entend survie, et au-delà, j'ose le dire, bonheur. Est-ce que, comme le disait un intervenant, être en bonne santé, c'est simplement ne pas être malade? Et ça renvoie en fait à toute la philosophie des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on veut obtenir pour le bien-être de l'être humain, en sachant qu'il n'est qu'une pièce du puzzle du vivant. Alors maintenant, juste, je donne la parole. Peut-être, Catherine, pour aussi revenir sur la question entre développement durable et santé-environnement, par rapport dans les administrations, c'est assez souvent distingué. Et puis, en tant que collectivité, comment, est-ce qu'on va vers l'harmonisation ou c'est quelque chose de toujours séparé? Comment, qu'est-ce que vous voulez apporter comme élément de réponse à ça? Alors, attends, je voulais terminer avec Simon. Oh, pardon. Pardon, Simon, excusez-moi. Non, mais c'est bien. Il a eu le temps d'affiner. C'est ça. Bon, toujours difficile de passer en dernier dans le jeu de la définition la plus inclusive possible. Santé-environnement, c'est vrai, moi, ça m'évoque vraiment les deux facettes d'une même pièce, quoi, à savoir
comment est-ce qu'on impacte notre écosystème et comment l'écosystème nous impacte en retour, quoi, une sorte de boucle intéressante, une vision assez holistique. Je reviendrai juste sur la remarque précédente qui est est-ce que quelque part s'organise en ce moment, suite à la crise sanitaire, mais ça avait lieu bien avant, une forme de convergence entre santé et écologie, où finalement on voit que dans sa dimension préventive, mais aussi dans sa dimension collective, cette vision de la santé globale, cette vision positive aussi de l'OMS est dynamique suite à la charte d'Ottawa, elle est pleinement dans la convergence. Et là-dessus, je voudrais juste émettre juste 2-3 petits points d'attention ou petites nuances, parce que effectivement, aujourd'hui, malheureusement, nos organisations, je suis totalement d'accord qu'on est très souvent en silo sur ces questions d'écologie et de santé. Enfin, nous, parfois, même, on est AMO santé et puis il y a un AMO environnement à côté, alors que finalement, on regarde les mêmes choses sous 2 angles différents. Donc, on le subit aussi beaucoup, hein, cette organisation en silo. Donc, qu'il y ait plus de collaboration intersectorielle, c'est important. Je pense qu'il y a un vrai champ d'études aussi, parce qu'à trop vouloir les réconcilier trop vite, écologie et santé, peut-être qu'on passe à côté de choses assez essentielles finalement aussi. Et qu'on étudie les convergences et que ces convergences soient évidentes, notamment dans le cadre du mouvement One Health, je le souscris totalement. Mais il y a également des points de friction en fait, qui existent dans les projets urbains aujourd'hui, justement sur cette confrontation en fait, entre santé et écologie. Et ça constitue un champ d'études en soi assez passionnant, hein, sur par exemple l'acceptabilité qu'on peut avoir effectivement d'une végétation spontanée dans un projet pour des populations, sur des sujets aussi d'équité, des mesures de sobriété demandées dans le cadre de l'écologie, quoi, par exemple de projets. Et de fait, les confronter, regarder ces endroits de friction, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte, quoi, quelque part, des transitions des modes de vie, des transitions des modes d'organisation. Donc, regardons les convergences, oui, mais regardons aussi les points de friction entre environnement et santé, parce que finalement, on regarde le même objet, mais avec des perceptions qui sont différentes. Et donc, c'est sans doute les sciences humaines et les milieux de la sociologie qui peuvent nous aider aussi à réconcilier ces 2 choses-là. Alors, je vais te donner la parole, Anne, mais je voulais juste conclure pour dire que finalement, moi, quand j'ai fait mes études, on me parlait de chaîne musculaire et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et là, j'ai largement compris ce qu'était une chaîne. Ce n'est pas quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est au contraire quelque chose où les choses sont liées les unes avec les autres. Le concept de One Health, c'est exactement cela, c'est la chaîne du vivant. Et c'est une chaîne vivante du vivant. En fait, tout le monde fait de la santé et environnement sans le savoir. Tout le monde est un peu Monsieur Jourdain. Tout à fait. Je te donne la parole, Anne. Tout à fait. En fait, Anne, oui, déjà. Donc, à nouveau, mes excuses, Simon. Je pense que j'étais tellement concentrée sur les questions. Donc, voilà. Je vous en prie. Du coup, la question que je soulevais, c'est qui venait donc des questions-réponses de Dominique Maison. Donc, c'était sur la question du développement durable et santé-environnement, qui sont souvent distingués par les administrations de façon cloisonnée. Est-ce qu'il y a une harmonisation qui est en vue et est-ce que ça peut être un axe de synergie possible pour les moyens, les programmes, les effets dans les différentes façons de faire, de collectivités, etc. Est-ce que vous avez des choses à partager là-dessus? Je pense que Pierre-André. qui veut prendre la parole pour répondre à cette question? Pierre-André Juven. Si Anne Souiris veut démarrer, mais… Moi, je veux bien dire comment ça se passe, que je constate au niveau parisien, les problèmes d'organisation, mais et puis du fonctionnement en plan sectoriel et en silo des ministères et des cabinets. Mais je pense que je ne vous apprendrai rien, que vous ne connaissez déjà, parce que vous en avez les déclinaisons sur les territoires. C'est une d'ailleurs des grandes difficultés qui ressort, oui, c'est la difficulté qui a ressorti en fait de la commission d'enquête, ce problème de gouvernance à la fois nationale et territoriale, qui fait quoi et comment on s'organise pour travailler tous ensemble.
C'est vrai que l'approche One Health a poussé dans ce sens-là, la nécessité de travailler avec les vétérinaires, avec les urbanistes, avec les écologues, les microbiologistes. Et c'est extrêmement difficile à mettre en place parce que ça n'est pas en fait dans notre formation culturelle initiale. Je ne sais qui parlait de transdisciplinarité entre universitaires. Déjà, dans la formation des universitaires, il y a cette grande différence entre la formation qui est donnée aux chercheurs français et aux chercheurs anglo-saxons, qui ont plus cette vision élargie et transdisciplinaire. En France, c'est vrai qu'on a l'art de l'hyperspécialisation et je pense que c'est une approche hyper cartésienne qui fait qu'on oublie d'avoir l'approche globale, la vision globale et effectivement, la santé nécessite cette vision globale. Et donc, ça fait partie des propositions qui ont pu être faites d'ailleurs dans le cadre du PNSE4. Le PNSE4 est positionné comme ayant vocation à être le plan qui va chapeauter les 36, j'en ai compté 36 plans sectoriels qui de près ou de loin s'intéressent à la santé-environnement. Vous vous rendez compte, chaque plan silo faisant sa vie tout seul de son côté, avec des redondances et des trous dans la raquette. Donc il faut déjà qu'on règle ce problème d'organisation pour autant qu'on puisse y arriver avec une espèce de délégation interministérielle ou un poste de délégué interministériel qui assure la transversalité aussi entre les ministères. Je ne sais plus qui demandait de qui relevait la santé-environnement officiellement dans les ministères. Il y a les deux ministères, mais il y a également le ministère de l'Agriculture qui est théoriquement associé et qui vient aux réunions du GSE entraînant un petit peu la patte. Le ministère de la Recherche, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale. Et quand on voit comment chaque ministère travaille d'une façon en bloc et balise en fait son terrain de jeu, vous voyez quelles sont les difficultés culturelles aussi de notre administration française. Et ensuite, les difficultés à mettre en place des politiques sur les territoires qui arrivent à travailler, comme le disait, comme on vient de l'entendre, en chaîne musculaire. Voilà. Et ça, c'est aussi un préformatage intellectuel que nous avons, dont nous sommes tous porteurs. Et ça signifie le partage des informations et la bonne volonté, plus qu'affichée, de travailler réellement en commun et de dépasser aussi des enjeux de pouvoir, de carrière politique, universitaire ou professionnelle. Je crois que Anne Souéris voulait prendre la parole. Vous pouvez la prendre, Anne. Je ne sais pas si elle m'entend. Vous m'entendez? Non, je crois que... Allô? Est-ce que quelqu'un veut répondre en dehors de Anne qui n'a pas l'air de m'entendre pour répondre à la question que posait rapidement Anne Royogal? Moi, je veux bien dire un petit mot sur ces questions-là parce qu'elles sont passionnantes et éminemment complexes, mais elles nous mettent au cœur du problème. Alors, bon, nous, on n'utilise pas le terme développement durable, pour être très franc, parce que le développement tel qu'il s'est structuré et défini dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour le dire très rapidement, nous estimons qu'il n'est précisément pas durable, qu'il faut envisager les questions différemment, qu'il y a une illusion à croire que les modalités de dépassement, notamment techniques et scientifiques, permettent sans arrêt de résoudre des problèmes écologiques. On a encore vu très récemment le projet d'avion vert d'Airbus reporté à 2050. Enfin, voilà. Il y a toujours des promesses technoscientifiques qui peuvent faire croire qu'on peut à la fois tenir les logiques du développement et de la croissance économique infinie et la préservation des écosystèmes et de notre environnement. On pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on parle davantage d'écologie et de transition. Et c'est intéressant parce qu'il y a des sujets très concrets où les questions se jouent et où alors les choses ne se passent pas de façon aussi cloisonnée que ça, en tout cas dans les municipalités. Je ne sais pas partout, évidemment, hein, mais à Grenoble, par exemple, on a un adjoint en charge de la transition énergétique
et donc qui a notamment dans ses missions la question de la rénovation thermique des bâtiments et du patrimoine public. Et il est par ailleurs l'ancien adjoint à l'urbanisme, donc il a un lien très fort entre les deux thématiques. On a du côté de l'urbanisme et de la délégation urbanisme des projets en termes de calcul carbone des opérations d'aménagement. Tout ça se fait. Donc, le lien entre transition et urbanisme et santé se fait aussi là-dessus. Et il y a un dossier sur lequel ce point-là est très emblématique et je prends une minute dessus. C'est celui des mobilités et des zones à faible émission. Donc, les zones à faible émission qui ont vocation à réduire progressivement le type de véhicule polluant sur un territoire. Ça pose à la fois des questions en termes de santé, si on prend certains types de véhicules, et on peut penser résoudre le problème des véhicules polluants en se débarrassant notamment des diesels, jusqu'à un certain nombre de critères qualité de l'air, les fameuses CQA. Et néanmoins, la solution essence, si elle peut paraître moins néfaste pour la santé, ne l'est pas moins pour le climat, en revanche, à moyen et long terme, et pour le réchauffement climatique. Et donc, la position, par exemple, que nous avons adoptée à Grenoble, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on revendique et ce qu'on soutient auprès de la métropole, c'est que l'interdiction des véhicules diesel et essence soit annoncée simultanément. C'est-à-dire qu'on prenne en même temps la question de la santé et la question du réchauffement climatique. La question de la santé aussi, on en parlait rapidement ce matin, sur les émissions de particules via le chauffage au bois. Et on voit que c'est en prenant ça au prisme de la qualité de l'air, on a à la fois des enjeux de santé, typiquement, encore une fois, avec les PM et les PM2,5 notamment, et les enjeux de réchauffement climatique avec les NOx. Et c'est en prenant ensemble ces deux sujets au sein d'une même politique publique qu'on arrive à les porter. Et donc, avec cette échéance qu'on espère pouvoir être annoncée simultanément d'une sortie du diesel et de l'essence, à la fois pour des enjeux de santé et de réchauffement climatique. Je vous remercie d'avoir donné ce point de vue. Je voudrais qu'Anne Soueiris, mais je ne sais pas si elle a un problème technique, parce que je voulais lui donner la parole et je n'arrive pas à la joindre, même par le chat. J'en suis vraiment désolée. On arrive à... Juste, Catherine, il y a aussi des témoignages dans les questions-réponses. J'aurais du mal à passer tout en revue, mais il y a notamment l'ARS Normandie qui témoigne aussi que dans le cadre de leur PRSE 3, donc ils ont souhaité passer le pas dans le sens santé-environnement, développement durable et santé, avec une mobilisation des collectivités autour d'une démarche alliant politique, développement durable et santé à toute fin utile, d'élaboration d'un territoire durable, une santé. Et donc, il y a le lien Internet. En tout cas, vous pouvez aller consulter ce qui s'est fait en Normandie. Et une autre question qui s'adressait peut-être plus aux collectivités donc de l'ARS Hauts-de-France, Monsieur Marc. Donc la santé environnementale se travaille notamment sur le long terme. En effet, beaucoup de PLUI sont conçus en réponse à des problématiques immédiates et se projettent difficilement à long terme. Il y a souvent des conflits de temporalité entre l'urgence, les attentes de la population, le mandat de l'élu et la temporalité du changement. Et la question posée était: comment scénarisez-vous la projection de vos territoires à 20-30 ans et comment faites-vous prendre conscience de la nécessité d'une adaptation à long terme quand les décideurs sont sceptiques? Voilà la question qui est, alors pas une question si simple que ça, mais en tout cas qui a le mérite d'être posée. Que ça. Alors, je te remercie d'avoir complexifié la discussion qu'on avait réussi à rendre plus transparente. C'est vraiment très sympa de ta part. Surtout quand on est à la fin de la discussion et que normalement, elle va s'arrêter. Question d'ouverture, puisque finalement, c'est vrai qu'on a quand même à notre disposition des outils réglementaires qui sont quand même des leviers concrets et qui nécessitent d'intégrer toutes ces questions-là. Donc, la scénarisation des territoires à 20-30 ans, ça s'intègre dans une réflexion stratégique et prospective à travers ces documents d'aménagement et d'urbanisme. Et du coup, j'en profite peut-être pour dire qu'aujourd'hui, il y a, de mon point de vue, beaucoup d'outils qu'on ne mobilise pas assez pour venir objectiver des impacts, notamment sanitaires, de certains choix
de politique publique, notamment par exemple dans les PCAET, on pose des objectifs et qu'aujourd'hui on a moyen de les objectiver en termes d'impact sanitaire et c'est pas mobilisé assez souvent. Et alors que alors c'est encore tout nouveau, mais ça existe et il faut qu'on arrive, et je pense que ça a été dit aussi pendant la table ronde, comment dirais-je, de continuer à opérer ces échanges entre secteurs expertise, recherche et collectivité, puisqu'il y a vraiment des outils qui existent et il faut venir les démocratiser et arriver à mieux communiquer entre tout ça, puisque d'un côté, on a quand même un certain nombre d'éléments probants, de connaissances, d'outils, et de l'autre côté, des besoins qu'on a besoin d'adapter. Donc, voilà, du coup, ça peut aussi permettre de faire une certaine petite synthèse, mais je pense que dans ce qu'on a dit, il y a l'acculturation, il y a les boîtes à outils, on a besoin de formation, puis besoin de rendre ça accessible, de fédérer, puisqu'il y a aussi beaucoup d'initiatives très intéressantes dans plein de territoires, et ce n'est pas assez centralisé, même s'il y a des initiatives. Donc, il y a vraiment une nécessité de mettre ça, de donner de la visibilité à tout ça, de les organiser et de bien cibler les outils disponibles pour quel objectif. Donc, de clarifier un peu toute cette complexité. C'est un gros travail, on a les éléments. Il faut continuer à avancer, mais je pense que pour terminer aussi sur une note positive, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en marche. Et puis peut-être quelque chose qu'on n'a pas peut-être assez évoqué non plus. Je pense qu'on a témoigné à travers de grandes collectivités de choses qui fonctionnent pas trop mal, il y a des choses intéressantes. Maintenant, le quid aussi de comment rendre ça aussi accessible aux autres collectivités un peu plus éloignées, puisque là aussi, il y a un enjeu. Alors peut-être que dans ces collectivités, plus petites collectivités, il y a moins de complexité d'organisation, mais peut-être moins de moyens. Mais c'est aussi une des questions auxquelles on s'intéresse. Voilà. Oui. Normalement, on est arrivé au bout du temps qui nous était accordé. Vous connaissez cette phrase terrible qui veut dire que finalement, on a terminé. Mais j'aimerais bien que vous donniez chacun le mot de la fin, mais je vous en supplie, soyez synthétique. Vraiment. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, qui commence pour le mot de la fin? Christophe, allez-y. Bien, alors je vais être synthétique et rebondir sur ce que vient de dire Anne Rouet-Legal, à savoir que nous, en Occitanie, dans le cadre de ce PRS 3 et de la boîte à outils qu'on est en train de mettre en place, on s'adresse à toutes les collectivités, qu'elles soient petites, qu'elles soient plus grandes, qu'elles soient littorales, de montagne, rurales pour la plupart d'entre elles, évidemment. Donc c'est vrai que la santé environnement, ça concerne tous les territoires. Et notre boîte à outils a été conçue vraiment pour s'adresser à toutes les collectivités. Et j'ajouterais, pour faire aussi le lien avec différentes interventions de la journée, que effectivement pour nous aussi une ligne directrice, c'est l'échange, le partage, l'acculturation entre le monde de la santé et le monde de l'aménagement, qui se parle pas forcément trop, enfin qui a besoin d'avoir un commun, quoi. Et le commun, je pense que la santé environnement peut le figurer. Je vais donner la parole à Anne Soueiris, qui n'a pas pu nous rejoindre pendant quelques minutes. J'ai essayé plusieurs fois de lui donner la parole, mais on n'y arrivait pas. Je vous la donne la parole, Anne, pour cette conclusion. Merci beaucoup. C'est la conclusion de ce que vous pensez et de ce que vous avez envie de nous faire partager. Merci beaucoup en tout cas. Désolée des interruptions. Oui, la question c'est de se dire qu'il serait important que la question de la santé environnementale, ça soit même un critère qui apparaisse, y compris dans les marchés publics. Bon, je ne sais pas si on en a vraiment parlé, parce que justement, j'étais un peu déconnectée, mais en tout cas, sur toute la question des marchés publics, nous, on travaille là-dessus, sur les perturbateurs endocriniens, en l'occurrence, pour voir comment les chasser des marchés publics et en faire un critère, alors même que ce sont encore des notions où tout n'est pas encore répertorié. Mais ce qui serait très important, c'est que justement on puisse partager la manière dont on avance sur ces sujets-là, en particulier sur les marchés publics, pour pouvoir, parce qu'il est souvent le nerf de la guerre sur
l'ensemble de ces situations-là et pouvoir voir comment on peut se donner des exemples et pouvoir arriver à agir sur ces questions-là, sur les perturbateurs endocriniens, sur les questions de pollution de l'air, sur les questions, enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a un travail qui pourrait être plus, j'allais dire, avec des critères obligatoires qu'on cherche à avoir d'un point de vue parlementaire au niveau national ou au niveau européen, et sur lesquels peut-être on peut, nous, collectivités locales, avancer déjà et du coup permettre de booster ce côté réglementaire national ou européen, et en tout cas être des moteurs et montrer que ça peut marcher. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vais donner la parole, quel est le moins bavard? Simon? C'est moi le moins bavard. Bon. Ben, je le prends bien. Non, je dirais, pour moi, mon mot de la fin, voilà, qu'on parle de santé, environnement ou d'écologie sanitaire ou d'écosystème de soins, finalement, il y a une dimension transversale qui est vraiment la question de l'inclusivité en fait, de ces démarches et de l'équité dans les projets. On l'a parlé, c'est vrai que la question aussi de collaboration entre territoires, entre le centre et la périphérie, entre voilà, les grandes villes et les plus petites villes, c'est aussi un enjeu fort, hein, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que là où ça s'organise, c'est surtout dans les grandes agglomérations. Donc voilà, soyons inclusifs dans la démarche même qu'on essaye de défendre sur le fait qu'elle touche toutes les populations. Et plus globalement, moi, il y a un thème que j'ai beaucoup à cœur, qui est celui de la question de la santé mentale, parce que bien que les travaux de recherche qu'on a évoqués traitant des relations d'influence entre urbanisme et santé, ils se développent beaucoup, il y a encore des champs de connaissances à approfondir, et c'est notamment le cas de la santé mentale. Sur lequel il y a énormément de choses à creuser, parce que l'environnement, on ne le perçoit pas tous de la même façon, et c'est pas du tout une démarche de charité, hein, vis-à-vis de ces populations-là, hein, parce que c'est plutôt une démarche pour nous tous, quoi, quelque part, parce qu'en moyenne, une personne sur 4, elle expérimente au cours de sa vie des troubles mentaux plus ou moins sévères. Et on sait qu'il y a une vulnérabilité aussi accrue de ces populations aux agents pathogènes. Donc voilà, n'oublions pas le volet santé mentale dans toutes ces approches. Merci. Je vous donne la parole, Pierre-André. Oui, merci. Très rapidement, moi, il y a un point qui me semble important, c'est celui des enjeux de coalition aussi, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question des obstacles et des façons de faire triompher aussi cette vision des choses, ou en tout cas de la rendre de plus en plus présente. Ça ne peut se faire que par une coalition d'acteurs assez différents, hétéroclites. Ça va des sociétés savantes, aux ONG, aux associations, aux collectivités, aux agences, aux chercheurs, aux chercheuses, aux députés, aux parlementaires et jusqu'au service de l'État, et c'est ce travail de mise en coalition qui permet de faire avancer ce sujet qui est déjà là. C'est une très bonne chose, mais de le rendre de plus en plus présent. Et encore une fois, je pense que c'est important parce que en miroir, il y a toujours cette question que j'évoquais tout à l'heure aussi des rapports de force. C'est des sujets qui peuvent paraître aller d'eux-mêmes et au fond relever de certaines formes de bon sens, mais qui de fait se heurtent à un certain nombre d'acteurs et d'intérêts qui existent, pas qui veulent encore une fois annihiler tout lien entre la santé et l'environnement, mais ils peuvent vouloir en tempérer les effets et en limiter la portée. Et face à des acteurs de ce type, on l'a dans l'agroalimentaire, on l'a dans le transport, on l'a dans le bâtiment, et ben, il y a besoin aussi d'avoir des formes de savoir qui sont robustes et des coalitions qui sont elles aussi robustes. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, parmi plein d'autres journées d'études, parmi plein d'autres de travaux de recherche, parmi plein d'autres échanges, etc., ça participe de cette robustesse-là. Donc un grand merci. Elisabeth, est-ce que vous voulez terminer? Oui, je suis la plus bavarde ou la moins bavarde dans ta logique? Je dirais dans l'intimité.
Moi, j'ai envie de dire bon, une profonde banalité, c'est qu'il n'est de péché que d'ignorance. Je crois qu'en fait, ou alors de volonté, comme qui vient d'être dit par M. Juvin, de volonté de nuire, alors qu'on a l'information. Mais je crois beaucoup à la mobilisation, moi aussi, de la société civile. Les politiques ne peuvent pas tout pour toutes sortes de raisons. Et je crois aussi au rapport de force intelligent quand on arrive à mobiliser, il n'y a pas que les associations, mais également les élus. Et ce que j'observe, c'est que les élus sont souvent désarmés et ignorants en fait des enjeux. Et pourtant, la crise de la Covid nous a tous mis au pied du mur, et les maires des petites communes comme des grandes, mais surtout dans les petites communes, moi j'en ai beaucoup, j'ai 60 communes dans ma circonscription très rurale, je les ai vus patauger, ne sachant pas trop que faire face à la Covid. On utilise ou pas de l'eau de Javel dans les écoles, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, je crois beaucoup à l'éducation, à l'information, aux outils qui permettent en fait de jouer un rôle d'éveilleur de conscience. Hein. Nous sommes tous plus ou moins informés. Je crois qu'il faut que nous arrivions à essaimer, et que c'est comme ça qu'on arrivera à créer cette mobilisation qui va nous assurer à terme, j'espère, en tout cas, la survie de notre espèce. Et on disait tout à l'heure comment on peut arriver à convaincre, pourquoi il y a tellement de scepticisme. D'abord parce que justement, il y a cette ignorance, une méconnaissance des enjeux, parce qu'il y a en face de nous effectivement des acteurs qui n'ont pas intérêt à aller dans ce sens-là, mais il y a aussi une problématique d'image de marque de ces questions écologiques ou environnementales. Je crois qu'il y a eu un problème de trop grande politisation dans le sens partisan de l'écologie, qui a fait que des gens qui auraient été de bonne volonté se sont un peu cabrés, alors qu'en fait, la question de l'écologie est une question qui doit être absolument portée par tout le monde, parce que, je le répète, à terme, c'est une question de survie de notre espèce et même de toutes les espèces du vivant sur cette planète. Voilà. Merci beaucoup. Anne, est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin avant que je conclue et que je donne la parole ensuite à Elisabeth Nancia pour la clôture de notre séminaire? Non, mais je pense que j'ai déjà exprimé tout à l'heure un certain nombre d'éléments. En tout cas, mon mot de la fin, ça sera en tout cas déjà de remercier tous les participants à la table ronde. On voit bien que le sujet est complexe, vaste, frustrant de l'aborder et de ne pas le creuser. Et puis, je vous prie aussi d'excuser si je n'ai pas remonté toutes les questions. Il y avait des mains levées que je n'ai pas vues. Il y a beaucoup de choses qui remontaient aussi. Donc, ce n'est pas forcément évident, notamment comment dirais-je, ce format en webinaire. On a vraiment hâte de pouvoir se retrouver en vrai, pour aussi profiter des pauses, des temps en dehors des tables rondes, où c'est aussi là que beaucoup de choses se passent. Donc, merci à vous pour tous ces échanges-là. Et puis qu'on continue sur la lancée. Voilà, merci Catherine. Alors, moi, je vais conclure avec quelques mots qui me sont apparus comme importants à travers tout ce qui a été dit. Appropriation, tuilage, transdisciplinarité, sémantique, langage commun, développement durable, coordination. C'est un mot qui n'a jamais été prononcé, mais je l'ai ressenti à travers tout ce qui a été partagé. Le mot de coordination, visiblement, c'est le mot qui pourra lier pour l'instant la santé-environnement, parce qu'elle a besoin d'être un peu coordonnée. Et je voulais vous remercier tous du temps que vous nous avez accordé, de ce partage de connaissances que vous nous avez donné. Je vous souhaite une bonne fin de journée en donnant la parole à Elisabeth Nancia, la présidente de la Société francophone de santé-environnement, pour le mot de clôture de notre séminaire. Je te donne la parole, Elisabeth. Un grand merci à tous les intervenants de la table ronde. Eh bien, écoutez, je crois que beaucoup de mots de conclusion ont été dits, donc il me reste fort peu de phrases à ajouter, sauf qu'au nom de la SFSE, je vous remercie pour ce programme que j'ai trouvé personnellement passionnant.
autant par la variété des interventions que par la variété des spécialités des gens qui se sont exprimés. Nous avons été la plupart du temps 140 en ligne, ce que je trouve est un beau succès et je pense que les gens ont été satisfaits par ce programme. Merci encore aux efforts de tous ceux qui l'ont mis en place et qui ont permis qu'il soit donné. Je retiendrai 2 mots parce que j'ai pour habitude de piquer les petits mots que je ne connaissais pas et de les ajouter à mon dictionnaire personnel. J'en ai trouvé 2 que je ne connaissais pas. C'est le mot biophilie, c'est aimer le vivant et je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Et le deuxième mot, c'est zoéia et c'est donc l'inverse d'une zoonose, c'est-à-dire toutes les bonnes choses que les animaux peuvent nous apporter. Alors je sais, ça n'est pas du français, c'est du suisse. Enfin, je veux dire, on l'a appris d'une Suisse, les 2 mots, mais je pense qu'on va se les approprier parce que je les aime bien. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à l'un de nos prochains événements auxquels, je l'espère, vous serez fidèles. Au revoir à tous.